Le jour se lève doucement sur Ait Sedratsal, au cœur de la vallée du Dadès. Après une nuit passée à la Casbah Roseville, le silence enveloppe encore les lieux. Seuls quelques bruits discrets viennent troubler cette atmosphère paisible. Un vent léger dans les palmiers, le chant des oiseaux ou encore les premiers pas d'une journée qui commence. La lumière apparaît progressivement derrière les reliefs du Haut Atlas, révélant les nuances de la terre. Ici, les couleurs ne sont jamais figées. Elles évoluent au fil des heures, passant de teintes froides au petit matin à des tons chauds et intenses dès que le soleil s'élève. Nous préparons les machines, et très vite, le calme laisse place au bruit sourd des moteurs. Une nouvelle journée de piste commence. Nous quittons Ait Sedratsal. Avant de réellement quitter la vallée, nous prenons de la hauteur. Nous entamons une montée vers les reliefs qui dominent Ait Sedratsal. La piste devient plus étroite, plus technique, serpentant entre les roches et les pentes abruptes. À mesure que nous progressons, le panorama s'élargit. Nous faisons halte au sommet. Depuis ce point en altitude, la vue est saisissante. La vallée du Dadès s'étend sous nos yeux, révélant toute sa complexité. Les cultures en terrasse, les villages en terre, les lignes d'oued qui dessinent le paysage. Vu d'en haut, on comprend mieux comment les hommes ont organisé leur vie dans cet environnement contraignant. Ce type de point d'observation a toujours eu une importance stratégique. Autrefois, ces hauteurs permettaient de surveiller les paysages, d'anticiper l'arrivée de voyageurs ou de protéger les villages en cas de menace. Le silence y est total. Seul le vent accompagne ce moment suspendu. Puis les moteurs redémarrent et nous amorçons la descente. Cette région, façonnée par l'érosion et les cours d'eau, est habitée depuis des siècles par des communautés berbères. Elles ont su s'adapter à un environnement exigeant, développant des techniques agricoles ingénieuses, notamment des cultures en terrasse, qui permettent de tirer parti du moindre espace cultivable. À mesure où nous avançons, les montagnes s'éloignent progressivement. Le paysage s'ouvre, laissant apparaître des étendues plus vastes, plus minérales. La piste devient plus roulante, mais presque imprévisible, alternant entre zones rocailleuses et passages sablonneux. Nous prenons la direction de Tamezmout. Cette zone marque une transition importante entre les reliefs du Haut Atlas et les régions pré-sahariennes. Ici, la nature change subtilement. Les arbres deviennent plus rares, les sols plus secs et les villages plus espacés. Dans ces territoires, l'organisation de la vie repose encore largement sur l'accès à l'eau. Les habitations sont souvent regroupées autour des oueds, ces cours d'eau temporaires qui peuvent être totalement à sec une grande partie de l'année, mais devenir soudainement puissants lors des pluies. Les constructions que nous apercevons sont typiques de l'architecture du sud marocain. Réalisées en terre crue, elles offrent une excellente isolation thermique, permettant de conserver la fraîcheur en journée et la chaleur la nuit. Ces techniques transmises depuis des générations témoignent d'une parfaite adaptation aux contraintes climatiques. Nous poursuivons notre route et après plusieurs kilomètres de piste, nous approchons de Nkob. Nkob occupe une place particulière dans l'histoire de la région. Situé à un carrefour stratégique, ce village a longtemps été une étape incontournable pour les caravanes reliant le Sahara aux villes du nord du Maroc. Les marchands y faisaient halte pour se reposer, échanger des marchandises et préparer la suite de leur voyage. On y recense encore aujourd'hui un grand nombre de casbahs, ce qui lui vaut parfois le surnom de « village aux 45 casbahs ». Ces édifices, à la fois habitations et structures défensives, étaient conçus pour protéger les familles, les récoltes et les richesses. Nous faisons une pause à la Casbah Enakil. Ce moment de halte s'inscrit dans une tradition ancienne. Dans ces régions isolées, accueillir le voyageur est une valeur essentielle. Le thé à la menthe, servi selon un rituel précis, symbolise cette hospitalité. Il ne s'agit pas simplement de boire, mais de partager un moment, d'échanger, de prendre le temps. Le repas qui accompagne une pause reflète la cuisine locale, simple mais généreuse, élaborée à partir de produits disponibles sur place. Après cette parenthèse, nous reprenons la piste. Nous nous dirigeons vers Ait Oualal. Le paysage continue d'évoluer. La végétation se raréfie encore davantage. Laissant place à des plateaux pierreux, le vent y est plus présent, sculptant lentement les reliefs. Ces espaces ouverts donnent une impression d'immensité. Les repères disparaissent peu à peu, et la sensation de solitude devient plus marquée. C'est dans ce type d'environnement que l'on mesure réellement la dimension du territoire. Nous traversons ensuite Taftechna. Ici, tout semble figé,
Les quelques habitations que l'on distingue se fondent dans le décor. Les pistes deviennent plus discrètes, parfois à peine visibles. Ce sont des terres qui ont été parcourues pendant des siècles par des populations nomades. Le mode de vie nomade, bien que moins répandu aujourd'hui, a profondément marqué l'histoire de ces régions. Les déplacements étaient dictés par les saisons, disponibilité de l'eau et des pâturages. Cette relation étroite avec la nature a façonné une culture basée sur l'adaptation et la résilience. Au fil de notre progression, les conditions changent encore. La chaleur devient plus intense, l'air plus sec. La poussière soulevée par les véhicules reste en suspension, créant une atmosphère presque irréelle. Puis, progressivement, le paysage laisse apparaître des signes de vie plus marqués. Au loin, une ligne de palmiers se dessine. Nous approchons de Zagora. Zagora est une ville emblématique du sud marocain, située dans la vallée du Dra. Cette vallée, alimentée par l'un des plus grands fleuves du Maroc, constitue une véritable colonne vertébrale pour la région. Elle permet le développement de vastes palmeraies, essentiels à la vie locale. Historiquement, Zagora est connu comme un point de départ majeur pour les expéditions vers le Sahara. Les caravanes partaient d'ici pour rejoindre Tombouctou. Traversant des milliers de kilomètres de désert, ces voyages pouvaient durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Un panneau devenu célèbre rappelle aujourd'hui encore cette époque. Tombouctou, 52 jours. Une indication qui témoigne de l'endurance et du courage nécessaires pour entreprendre de telles traversées. En arrivant à Zagora, le contraste est saisissant. Après des heures passées dans des paysages minéraux et isolés, la présence de la palmeraie apporte une sensation immédiate de fraîcheur et de vie. Nous terminons cette journée au Riad Laman. Situé au cœur de la palmeraie, ce lieu offre un véritable havre de paix. L'architecture y respecte les traditions locales, avec des matériaux naturels et des formes adaptées au climat. Les jardins irrigués grâce au système traditionnel créent un microclimat agréable, contrastant avec la chaleur extérieure. C'est aussi un lieu qui illustre une autre facette du Maroc, celle de l'accueil et du confort, intégrés dans un environnement pourtant rude. La nuit tombe progressivement sur Zagora. Le silence revient, différent celui des montagnes, plus vaste, plus profond. Le désert tout proche semble absorber les sons. Le ciel se dévoile alors dans toute sa splendeur. Ici, loin des lumières artificielles, les étoiles apparaissent avec une intensité rare. Depuis des siècles, elles servent de repère aux voyageurs, aux nomades et aux caravanes. Cette deuxième journée marque une transition forte dans notre parcours. Nous avons quitté les reliefs du Haut-Atlas pour entrer progressivement aux portes du désert. Les paysages se sont ouverts, les repères ont changé, et l'immensité s'est imposée. Un voyage qui ne se limite pas à une destination, mais qui s'inscrit dans une histoire plus vaste, celle des hommes qui depuis toujours parcourent ces terres.